Donc bonjour à tous, Kevin Méry, je travaille à la direction de l'environnement, comme disait Yann. Donc la direction de l'environnement a mené une étude de diagnostic de la vulnérabilité du patrimoine départemental vis-à-vis des inondations. C'est une étude qui s'est déroulée en 3 temps. Donc une première phase de diagnostic global de la vulnérabilité à l'échelle donc de tout le département. Donc là c'est vraiment la première phase de débroussaillage, et ensuite une deuxième phase de diagnostic plus poussé à l'échelle des bâtiments des départementaux. Et puis une dernière phase en fait qui synthétise les deux premières phases, et on a émis des recommandations et des propositions d'action. Voilà. Alors pour rappeler le contexte, donc l'Essonne, face au risque d'inondation, c'est un territoire qui est relativement vulnérable aux inondations, notamment parce que l'Essonne est fortement urbanisée en vallée de Seine, notamment sur le nord du département. Le risque inondation est le premier des risques naturels majeurs dans le département. Plusieurs dizaines de milliers d'habitants sont directement touchés. Et le patrimoine départemental, pour ce qui nous concernait plus précisément, on a vu une vingtaine de bâtiments qui étaient directement impactés, mais également un fort linéaire de voiries gérées par le conseil départemental. On n'oublie pas non plus le public cible du département, donc je pense notamment aux collégiens et puis aux personnes qui bénéficient des politiques d'aide sociale. Donc, avec ce contexte-là, en fait, le département a souhaité renforcer son expertise en la matière, donc de diagnostic de la vulnérabilité, notamment parce que le conseil départemental a des obligations et des responsabilités en tant que propriétaire et gestionnaire de bâtiments d'infrastructures. Donc là, on parle de collèges, de maisons départementales de solidarité, de centres de PMI, de routes. Le département est pilote de politique publique, et c'est aussi un employeur. Donc il a des responsabilités sur ces différents items. Donc nous avons lancé notre étude en 2012. Cette étude avait différents objectifs qui étaient d'améliorer la connaissance sur la vulnérabilité du patrimoine départemental, et qui était aussi de sensibiliser, de renforcer l'expertise des équipes et des responsables d'établissement. Et troisième objectif, le dernier, qui était de mieux préparer l'institution à la gestion du risque inondation. Donc, comme je vous l'ai dit, cette étude s'est déroulée en trois grands temps. Un diagnostic global de la vulnérabilité, diagnostic des bâtiments, et ensuite élaboration de synthèse et de recommandations. Donc pour rentrer plus dans le vif du sujet de l'étude de diagnostic, cette première phase donc de débroussaillage, de vision globale de la vulnérabilité à l'échelle du département, s'est articulée en différentes étapes. Le recueil de différentes données, donc tout un large panel de données que nous avons récupérées. Nous avons ensuite mené des diagnostics à l'échelle des différentes directions. Donc nous avons rencontré une petite dizaine de directions, les collèges, la direction des bâtiments, la direction des différentes directions du social, la direction des routes. Donc différentes directions ont été rencontrées. Le fait d'avoir cette première vision nous a permis de faire ressortir les principaux enjeux patrimoniaux et la liste des bâtiments qui étaient impactés par les inondations, et les infrastructures telles que les routes qui étaient aussi impactées par les inondations. Donc tout ce qui était à phase de recueil de données, donc il y a différentes sources de données, donc j'ai pas tout mis, mais on a récupéré bien évidemment des scénarios d'IREN sur les crues de la Seine, et également les emprises des zones inondables sur les autres rivières du département. L'Orge, l'Yvette, l'Essonne, tous les affluents donc de la Seine. Nous avons récupéré des données sur les zones de fragilité électrique, et nous avons croisé en fait toutes ces données. Nous avons fait des analyses pour déterminer donc les infrastructures départementales situées en zone inondable. Nous en avons identifié une petite vingtaine, et nous avons pu déterminer les scénarios à partir desquels ces infrastructures étaient susceptibles d'être inondées.
Donc la phase 1, comme je vous l'ai dit, sensibilisation, mobilisation des services au travers de réunions de travail, d'ateliers, donc de différentes directions, le social, la DRH, l'environnement, les déplacements. Donc une petite dizaine de directions que nous avons pu rencontrer à l'occasion de cette première phase. Les résultats, c'est donc on aboutit donc à des résultats. Donc ici pour représentation synthétique de cartes. Donc la majeure partie des enjeux se trouve en zone dans la vallée de la Seine. Donc l'étude de la phase 1 a permis d'identifier 19 sites, donc, dont 6 collèges, des maisons départementales de solidarité, des PMI, CDPS, maisons de la petite enfance. Donc on voit bien que une des politiques, enfin la politique majeure du département qui est celle du social était fortement impactée par les inondations. Traduction en fait de cette carte, c'est qu'on a refait un petit tableau synthétique, et avec la cinétique, on a pris la cinétique de la crue de type 1910, et donc on a pu essayer d'établir une chronologie en fait des impacts départementaux touchés. Donc on voit par exemple que la PMI de Juvisy-sur-Orge était touchée la première, une bonne semaine avant le pic de crue. Donc on a ce tableau synthétique qui reprend nos enjeux départementaux. Aux enjeux départementaux qui étaient situés en zone inondable, on a refait le travail avec les croisements sur les zones de fragilité électrique. Et là, on double le nombre de bâtiments qui sont impactés. Une petite carte, la première carte que nous avons réalisée, c'était donc on avait récupéré à l'image de ce qui a été fait pour Sequana, c'est qu'on a les postes ERDF, on a réalisé une zone tampon de 200 mètres autour du poste EDF, et ce qui nous a permis d'identifier les zones de fragilité électrique. Donc le croisement en fait de toutes ces données, c'est pour les bâtiments inondés, les bâtiments en zone de fragilité électrique. Donc ça, c'est la carte qui synthétise sur la vallée de Seine tous nos enjeux départementaux impactés par la crue directement et par les zones de fragilité électrique. Mais il n'y a pas que les bâtiments, on a aussi nos infrastructures routières. Donc on a 48, un peu moins de 50 km de linéaires de voiries qui sont inondées, dont 9 en vallée de Seine. Lors de l'exercice Sequana, c'était très intéressant d'avoir ce type de données-là. Pour mémoire, dans le département, pour la crue de scénario R1, on n'a plus qu'un pont qui est franchissable. Donc tout ce travail sur le croisement en fait des enjeux inondables liés aux voiries départementales était très intéressant, notamment pour Sequana. Voilà. Donc toujours dans cette phase 1, la phase de sensibilisation, de mobilisation des services. Donc la direction de l'environnement a mené de nombreux entretiens, de réunions de travail auprès des directions, ce qui a permis de réfléchir autour de différents items. Et nous avons notamment mis l'accent en fait auprès des directions sur l'indisponibilité des agents et des partenaires suite aux inondations, des difficultés de déplacement et les zones de fragilité électrique avec des coupures d'alimentation. Et donc lors de ces réunions de travail, en fait, parce qu'on disait il pourrait y avoir un taux d'indisponibilité des agents assez important, mais on a voulu mettre un chiffre sur ce taux, sur ce pourcentage, et il s'avère que par exemple pour les collèges, on arrive sur certains secteurs, donc on a des agents départementaux qui travaillent dans les collèges pour l'entretien, pour la restauration des collégiens. Et sur certains collèges, on arrive quasiment à 70% de taux d'absentéisme, ce qui est relativement élevé. Et on a mené cette réflexion sur d'autres bâtiments, notamment des bâtiments du social, sur les MDS. Et on a mené aussi cette réflexion par direction. Donc,
on a des chiffres qui avoisinent 40%, voire 50% d'indisponibilité de nos agents en cas de crue centenale. Pour calculer en fait ce taux d'absentéisme, on a regardé effectivement on a une base de données anonymisée des agents départementaux, savoir où ils habitent, s'ils sont situés en zone de fragilité électrique, s'ils habitent en zone inondable, s'ils habitent du mauvais côté de la Seine, s'il faut qu'ils franchissent une rivière ou la Seine. Donc tout ça nous a permis d'arriver à ces résultats-là. Donc fin de phase 1, début de phase 2. Donc la phase 1, c'était la phase de débroussaillage. Donc on a vu qu'on avait une petite vingtaine de sites touchés. Et la phase 2 a permis de diagnostiquer plus précisément certains sites. Donc nous avons choisi ces sites en fonction de l'importance de l'aléa inondation et en fonction de leur vulnérabilité. Donc, ce qui est ressorti, on a ressorti 9 bâtiments, dont 6 collèges, une MDS, un CDPS et une PMI. La phase 2 s'est déclinée par un diagnostic complet de la vulnérabilité du site et la proposition de mesures de réduction de la vulnérabilité, de recommandations en vue d'un plan de gestion de crise et également par la pose de repères de crue sur les bâtiments diagnostiqués. Et toujours la phase de sensibilisation, de communication auprès de nos collègues. Le rapport de phase 2 en fait se divise en deux grands chapitres. Un premier chapitre qui est la présentation brute en fait des résultats issus du diagnostic que je vais présenter dans les diapos suivantes, et une partie plus sur les propositions d'action. Donc au vu des résultats du diagnostic qui se déclinent par des actions structurelles ou des actions organisationnelles qui sont à mener avant, pendant ou après la crue. Donc voilà un premier exemple sur un collège, donc à Juvisy. Donc on a dans notre rapport de phase 2 la localisation du collège au sein de l'enveloppe de crue de référence de la Seine. Ensuite, nous avons pu calquer sur le limnégramme d'une crue type 1910 les différents enjeux propres au collège qui étaient impactés, donc chronologiquement. Donc on a le jour J de la crue et on sait que J-7 avant le pic de crue, on a déjà des difficultés d'accès au site. Et ensuite, on a des équipements sensibles qui sont touchés, la chaufferie, les tableaux divisionnaires, etc. Donc on a mené ce diagnostic sur chacun des bâtiments. On avait un plan du collège avec les différents bâtiments qui sont touchés. Donc certains bâtiments en bleu qui seraient inondés, les bâtiments en jaune qui seraient hors d'eau. Et sur les bâtiments inondés, on a une estimation de la hauteur d'eau. Le tableau qui reprend le plan précédent. Donc on voit que le bâtiment qui était en jaune tout à l'heure, c'est le bâtiment C qui n'est pas situé en zone inondable, mais les autres bâtiments en bleu sont en zone inondable. Et donc on a différents renseignements dans ce tableau, notamment les hauteurs de submersion au sein de chaque bâtiment. On a renseigné les types d'occupation. Donc notamment des salles de classe ou des serveurs informatiques, etc. On a fait le même travail en fait pour des équipements plus sensibles. Donc on sait que par exemple les box où on a les véhicules se situent sur tel secteur. Ces box seraient inondées, hauteur de submersion à peu près 1 mètre sur le box, et le diagnostic était poussé jusque sur tous les équipements sensibles du collège, les tableaux divisionnaires, TGBT, chaudières, etc. Donc voici d'autres exemples sur d'autres collèges, à Viry, à Athis. Ce que l'on peut dire, c'est que les bâtiments, en fait, les hauteurs d'eau sont relativement variables, en fait. Voilà, les sites sont touchés d'une manière hétérogène. On voit que les sites peuvent être touchés, peuvent être très peu touchés, donc peut-être quelques centimètres sur certains secteurs à l'intérieur des bâtiments, mais la hauteur d'eau peut monter jusqu'à plus d'1 mètre 40. Voilà, un petit tableau synthétique sur les différentes hauteurs d'eau au sein des bâtiments.
une petite diapo sur synthétique en fait qui reprend, qui synthétise par collège, par bâtiment, la chronologie, un petit peu tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les limnégrammes de crue. On a représenté les enjeux qui seraient touchés par bâtiment. Donc là, on a repris dans un tableau synthétique, ce qui nous permet de savoir, ce qui nous permet d'avoir une première peut-être dans le cadre de propositions d'action, de recommandations, le fait de savoir s'il faut réagir plus sur le collège Félix Exclangon qui serait touché en premier plutôt que sur un autre collège. Voilà un autre tableau synthétique qui reprend les locaux, les équipements touchés par site, et on s'aperçoit que par exemple pour les collèges, on a les salles de classe qui sont toutes quasiment toutes touchées, les équipements de cuisine qui sont également touchés, et quand avec différents échanges avec la direction des collèges, on nous avait mis en avant que si on n'a pas de possibilité d'avoir des systèmes de restauration, alors on avait de grandes chances de fermer les collèges, outre le fait de savoir si c'était inondable ou en zone de fragilité électrique. La deuxième partie donc concernait les propositions d'action. Les propositions d'action en fait sont très variées. On les a structurées en fonction des actions préventives structurelles. Simplement par exemple par la surélévation d'éléments stratégiques, comme la photo que l'on peut voir en dessous. C'est un collège en vallée à Gif-sur-Yvette qui a connu une inondation au début des années 2000, et les travaux ont permis de rehausser le niveau du TGBT. On a des organisations organisationnelles, donc là c'est vraiment sur la préparation, notamment par exemple la répartition, essayer de définir une doctrine, une stratégie, notamment pour les collèges, de répartir les collégiens dans d'autres établissements de proximité au cas où la crue surviendrait. Et puis nous avons identifié des actions à réaliser au moment de la crue, des actions à réaliser après la crue, le nettoyage, la remise en état des réseaux, les expertises auprès des assurances, etc. Donc toutes ces actions, en fait, nous les avons déclinées par site. Donc on arrive à des grands tableaux synthétiques. Et ce que l'on peut voir, c'est que on a des actions en fait structurelles. En face de chaque action, on a essayé de mettre une estimation de coût et puis un ordre de priorité. Et il s'avère que sur les actions structurelles, on a peut-être un bénéfice qui est assez fort, mais le coût de l'action est lui relativement fort. À l'inverse, on a des actions préventives organisationnelles, et là le bénéfice est tout aussi fort, mais le coût est plus faible. Donc ce que nous voilà d'autres exemples d'actions qui seraient à réaliser. Donc des actions là vraiment organisationnelles sur l'immobilisation du monte charge et de l'ascenseur dans les zones qui seraient hors d'eau, la fermeture des accès au site. Donc c'est vraiment sur l'organisation, des choses qui coûtent très peu. Et donc une doctrine se dégage, c'est de pas mettre en œuvre, hormis quelques exceptions, mais ne pas mettre en œuvre de mesures structurelles qui seraient coûteuses, mais plutôt privilégier des aspects organisationnels. Donc c'est ce qui ressort de notre étude. Lors de cette phase 2, nous avons aussi estimé des coûts de remise en état donc des collèges. Donc des actions qui seraient réalisées après travaux, qui concerneraient le nettoyage, le séchage, la remise en état des réseaux, des équipements, des bâtiments, et on arrive à une première estimation. Donc là, ça nous donne un ordre de grandeur, une première idée qui arriverait à 7 millions d'euros pour les 6 collèges en Vallée de Seine. Nous avons également estimé alors là c'est pareil, ça nous donne une première idée des délais de remise en état. Donc, par exemple, pour le collège le plus touché, celui du Juvisy, de mémoire, nous sommes à peu près à 1 an pour un délai de reprise de la scolarité en mode dégradé, et le délai peut doubler dans le cas d'une remise en état intégrale du site.
et notamment en prenant en compte le facteur qui serait la pénurie d'entreprises de travaux disponibles au moment de l'après-crue, parce que je suppose que nous ne serions pas les seuls à vouloir remettre en état nos bâtiments. Autre élément de la phase de la phase 2, c'était l'aspect communication, sensibilisation. C'était la pose de repères de crues dans nos bâtiments. Donc là, un exemple sur un de nos collèges. Maintenant, on arrive à la phase 3. Donc la phase 3, c'était l'élaboration de synthèse et de recommandations par direction. Donc c'était essayer de reprendre tous les éléments de la première phase et de la première phase et de la deuxième phase, et essayer d'articuler nos propositions d'action. Donc ça, c'est un travail qui est pas tout à fait finalisé chez nous. On a rédigé nos synthèses. Maintenant, on doit présenter ces synthèses à nos directions. Donc les directions concernées, sont les directions du social, des déplacements, des collèges. Donc tout ça, ce travail de présentation est maintenant à faire. Et la phase 3, hasard du calendrier, c'est que lorsque on a commencé notre phase 3, l'exercice EU Sequana est arrivé, donc c'était le bon lien en fait entre la phase 3 et l'exercice Sequana. Voilà, hein, sur le rapport de phase 3, rappel de la vulnérabilité par direction. Nous avons identifié les missions de la direction de l'ordre d'événement et puis présenter les actions à réaliser. Voilà. Hop. Donc il ressort que les missions essentielles pour le département, c'est la continuité de l'action sociale, la continuité de la scolarisation des élèves, la bonne gestion des routes, mais également des actions qui permettent de limiter les dégâts sur les bâtiments. Cette phase 3, même cette étude, nous a permis de commencer à initier un travail de coordination entre les services départementaux, mais également entre les partenaires extérieurs, préfecture, éducation nationale, le SDIS. Donc, ce qui nous a permis de faciliter en fait notre mobilisation en fait lors de l'exercice Sequana. Donc le conseil départemental a participé à l'exercice Sequana avec 3 objectifs qui sont de créer une culture du risque, de mettre à jour nos PCA et de tester la chaîne d'alerte en lien avec le dispositif d'astreinte. Cartographie des acteurs, là je voulais toutes les directions que je vous ai citées tout à l'heure. Nous avons travaillé avec les autres partenaires, je vous les ai cités tout à l'heure, donc on peut rajouter l'ARS. Pour Sequana, nous avons réalisé une frise chronologique qui permet de représenter les enjeux du département qui sont impactés scénario par scénario. Donc on a pu voir, en fonction des bulletins de trucs qui ont été injectés, les enjeux du département, donc un coup situé en zone de fragilité électrique, puis situé en zone inondable. Donc on a fait ce travail pour les bâtiments et également pour le réseau routier. Toujours c'était Sequana, et donc cette phase 3 était toujours l'occasion en fait de sensibiliser, de communiquer auprès de nos directions au travers d'articles sur nos sites internet, d'articles dans les journaux locaux, de réaliser un outil cartographique dynamique que nous avons mis en œuvre pour Sequana pour l'occasion. Et une petite diapo en fait en quelques chiffres, c'est que notre étude, nous l'avons externalisée, un bureau d'études qui a réalisé cette étude. Il a commencé en juin 2012 et on va dire qu'en février, l'étude touche à sa fin. Donc c'est une étude qui a duré environ 3 ans et 83 000 €. Et nous avons bénéficié de 50% de subventions auprès du FEDER. Voilà. Et j'avais une question sur un petit peu la façon dont cette étude s'est montée en interne et s'est organisée. Quel a été le rôle de l'exécutif départemental? Quel a été le rôle de la direction générale? Quelle a été la direction porteuse de l'étude? Quels comités de suivi ont été mis en place, impliquant éventuellement les directeurs généraux? Est-ce qu'il y a eu des revues de direction, par exemple? J'avais une question sur la sous-traitance, mais vous avez répondu par avance. J'aimerais bien avoir le nom du bureau d'études. Et par ailleurs, concernant les collèges, avez-vous, au long de cette étude qui a duré donc 3 ans, eu des relations particulières avec l'académie, une sorte de, voilà, par le biais de comités, enfin un peu comment est-ce que tout ça s'est déroulé, voilà.
Alors, le bureau d'études, c'est PIA Conseil, qui sont basés à Paris. Nous avons, avec l'éducation nationale, nous avons travaillé avec l'éducation nationale. Moi, j'étais pas présent au tout début de l'étude, j'ai repris l'étude en cours, mais l'éducation nationale enfin le partenariat avec l'éducation nationale s'est renforcé lors de la phase 3 avec l'exercice Sequana. Parce que effectivement, nous on a notre direction des collèges et comme tout à l'heure je disais, on échangeait à midi pour l'exercice Sequana. Nous au collège, on avait prévu de fermer nos collèges parce qu'on n'avait plus les conditions nécessaires pour accueillir les collégiens et justement on n'avait pas le même retour, le même avis de la part de l'éducation nationale. Donc cette phase 3 et puis Sequana a permis de tisser un lien un petit peu plus peut-être un petit peu plus fort qu'en début d'études. L'exécutif alors oui, on a toujours on avait des comités de suivi. Alors comme je dis, on a fait pas mal de réunions, de groupes de travail en fait thématiques, puisque dans la première phase, on a fait les diagnostics par direction, la direction du social, la direction des collèges, la direction des routes, et donc c'est la direction de l'environnement. Donc je vous dis, c'est la direction de l'environnement c'est la direction de l'environnement qui a lancé l'étude, qui a mené l'étude, qui a été pilote de l'étude. Et c'est la direction de l'environnement avec le bureau d'études qui a rencontré le secrétaire général, qui a rencontré chaque direction en fait concernée par le diagnostic des bâtiments. Donc c'était le pilote, c'était la direction de l'environnement. Je complète ma question. Donc, quand on fait des fiches d'action, par exemple, pour un collège, j'imagine qu'il faut quand même que le proviseur ait son mot à dire, enfin, qu'à un certain moment, il puisse relire quelque chose, valider quelque chose, ou en fait, c'est pas la peine. Enfin, comment ça se fait? Alors, moi, je trouve que donc c'est judicieux. Enfin, pour ma part, je trouve que c'est judicieux que ça soit la direction de l'environnement qui pilote ce type d'études, parce que pour Sequana, on s'est vraiment aperçu que c'est la direction de l'environnement qui était la plus à même de répondre aux problématiques d'inondation et de différentes enveloppes de crues, de comprendre rien que les bulletins de crues. Donc, puisque c'est l'eau qui va impacter les bâtiments, c'est normal que ce soit la direction de l'environnement qui pilote l'étude. Et puis, votre question ensuite, c'était la validation. Ouais. Voilà. Alors, déjà pour sensibiliser, la question c'était aussi la sensibilisation de chaque direction. Donc tout dépendait des collègues. En fait, je me rappelle pour la direction des routes, on avait une collègue qui était absente pendant un certain temps. C'était un petit peu plus compliqué de mobiliser la direction des collèges. Dès que cette personne est revenue de congé maternité, c'était beaucoup plus fluide, c'était beaucoup plus facile de travailler avec la direction des collèges. Alors, c'est vrai que c'est après pour la direction des bâtiments, parce qu'on a des actions que l'on pourrait mener pour réduire la vulnérabilité sur certains bâtiments. C'est vraiment, enfin, moi ce que je ressens, c'est que c'est nos collègues qui sont plus ou moins sensibilisés justement à ce risque, au risque d'inondation. Ils se disent bon, enfin, ils ont leur affaire courante. Leur affaire courante pour eux passe avant des travaux, des actions qui pourraient être mis en œuvre simplement à l'occasion d'une crue qui a une chance sur 100 d'arriver. Donc c'est vraiment ce travail de sensibilisation qu'il y a à faire pour vraiment leur faire prendre conscience et qu'il est nécessaire de mettre en place. Et effectivement, donc les collèges, notamment donc quand on a posé des repères de crue dans les collèges, donc les proviseurs étaient bien entendu présents. Les proviseurs étaient présents aussi, étaient au courant du diagnostic qui ont été faits sur leur propre bâtiment. Donc ça, il y avait une transparence entre le principal, l'éducation nationale et le conseil et les services du conseil départemental. Toutes les actions à mener que vous avez pu qui ont été ressorties du cabinet d'études, est-ce que vous les avez testées? Est-ce qu'elles fonctionnent? On ne les a pas. Alors, il y a
La phase 3 se termine tout juste. Maintenant, on rentre dans la phase d'approche, de réapproche en fait, notamment sur la direction des collèges et la direction des bâtiments, pour mettre en œuvre ces actions. Là, j'essaie de travailler avec ces directions pour les mettre en œuvre et notamment les inscrire dans le cadre du papier. Pour l'instant, ces actions n'ont pas été encore mises en œuvre, hormis sur le collège à Gif-sur-Yvette où on a une surélévation du TGBT. Mais sinon, il y a très peu d'actions qui ont été mises en place. Là, on va fonctionner. On a une fête des agents au mois de juin, et là, ça sera l'occasion de mener des actions de sensibilisation. Par contre, là, on a prévu des actions de sensibilisation, d'exposition, de présentation en fait diverses à la fête des agents. Donc là, c'est plus des actions de sensibilisation, mais pas des actions purement sur le bâtiment. Je voulais juste savoir donc ça a duré 3 ans, sur les 3 phases. Est-ce que tu peux estimer un peu le temps de chacune de ces phases? Est-ce qu'il y en a une qui est plus chronophage que l'autre ou... L'étude a duré 3 ans, a commencé en juin 2012. Je pense que la première phase la première phase en fait est assez longue pour moi, puisque c'est la phase qui doit faire prendre conscience en fait au collège qu'il y a un intérêt à travailler sur le diagnostic de la vulnérabilité. Donc c'est vraiment cette première phase qui est très dure et qui est la plus longue. Ensuite, une fois que cette phase d'approche a été faite, c'est plus facile en fait techniquement pour le bureau d'études d'aller travailler pour des diagnostics plus précis, puisque lui, le bureau d'études a l'habitude de faire ce type de diagnostic. Et ce que l'on peut voir, c'est que il y a quelque temps, en fait, je trouvais que c'était assez compliqué de mobiliser nos collègues quand on faisait des réunions de groupes de travail. À cette période-là, les collèges, c'était très compliqué de les mobiliser. Et là, pour Sequana, on était super et puis agréablement surpris, puisque toutes les directions ont répondu favorablement. Suite à Sequana, on a fait un atelier entre toutes nos directions et puis des partenaires extérieurs sur la condition de retour à la normale. Et là, on a eu un fort taux de participation, et les gens sont repartis relativement contents. Donc l'objectif maintenant, c'est de poursuivre la démarche, de ne pas laisser de retomber, de souffler. Ce qu'on disait ce matin, c'est-à-dire sur la thématique des inondations, on prend un fil, on tire dessus, et puis on a l'impression qu'on voit jamais le bout. Et effectivement, on voit avec ces 2 niveaux de présentation, du côté du diagnostic du territoire, on peut aller dans des choses de façon assez rapide et assez puissante sur une vision globale de ce qu'on peut avoir à l'échelle de toute une intercommunalité sur la vision globale de ce qui est touché et de ce qui est vulnérable. Et puis, quand on rentre à l'échelle du patrimoine d'un acteur, on part sur un diagnostic, et puis on arrive à aller très très loin pour savoir jusqu'à quel point et dans quel ordre il faut prendre les choses au moment de la gestion de crise. Et ces 2 types de diagnostics, ils contribuent bien sûr à ce qu'on a vu ce matin en termes de plan communal de sauvegarde, en termes de plan de gestion de crise. Et on voit bien aussi qu'une fois qu'on a une appropriation de ces questions de la part de certains acteurs qui ont bien compris ce qui était l'impact sur leur bâtiment et à l'échelle de leur territoire, on a de la sensibilisation qui est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Donc on a vraiment une articulation entre toute une série d'outils.